Je connais Jean-Philippe Assal depuis près de 25 ans. Nous venions juste de nous rencontrer quand il m'a proposé de filmer son service à l'hôpital, en toute liberté. Tu te promènes et après tu me racontes ce que tu vois. C'est comme ça que tout a commencé. Depuis, nous avons fait de nombreux films ensemble, tous liés de près ou de loin au thème de la pédagogie médicale, pour les soignants et les patients, son obsession. Nous avons suivi des chemins de traverse, marqués au sceau de sa sensibilité créatrice, de son ouverture au monde et de sa longue pratique de la médecine. Un jour, je me suis dit qu'il était temps de raconter son parcours. Imagine-t-on ce qu'il faut de choix et d'oubli pour restituer en un peu plus d'une heure toute une vie consacrée aux arts et aux autres? Moi qui ne suis pas peintre, j'ai pris le risque de faire son portrait. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation du malade, mes collègues me disaient « mais Assal, ça va pas, ça va. Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce qu'en médecine, tu crois plus à la médecine ?» Et je leur disais « mais surtout, je crois à la thérapeutique. » Mais vous savez, la thérapeutique, ce n'est pas que de la pharmacologie. Mais quand j'ai affaire avec des malades qui n'arrivent plus à penser, qui n'arrivent plus à évoquer leur solitude, je dois pas en savoir plus. Je dois être présent en attendant que quelque part, il se passe peut-être un petit miracle dans le domaine de l'indicible. Alors on m'a dit, Assal, tu vieillis, tu t'émeus, tu deviens plus émotif. Moi je dis non. Mais le jour où je ne serai pas émotif par rapport à la captation délicate de l'indicible, il faudra que j'arrête. C'est une zone aussi mouvante qu'un bord de mer qui est plat, mais où toutes les vagues créent un rythme. Une zone, à mon avis, bénie des dieux, ça. Ce que j'aime beaucoup dans cette promenade banale, c'est que tu revois le paysage à travers un grillage de petites branches qui ont perdu leurs feuilles. Si tu prends les branches plus basses, tu as un tableau de plus en plus japonais, avec quelques lignes directrices mais plus épaisses, et puis ensuite des petites lignes transverses comme ça. Le parcours de vie que sociologiquement on devrait finir, selon les politiciens, dans des EMS, des établissements médico-sociaux. Mais si on pouvait finir sa vie dans une structure où, avec le peu d'énergie qui nous reste, on peut aller chaque jour faire une petite promenade comme ça, ce serait une bénédiction de finir sa vie ainsi. Ce peintre américain qui est une de mes fascinations, Andrew Wyatt,
eh bien, il adorait en même temps les zones où la nature avait souffert. Ce qui le fascinait, c'était toujours la frontière entre 2 ou 3 États. J'ai un beau livre à la maison. Le monde de Christine, c'était un des tableaux que j'ai le plus apprécié lorsque je devais faire des présentations de la solitude d'un patient qui a une maladie chronique et qui dure. C'était la voisine du peintre Andrew Wyatt. Elle a été atteinte de la paralysie infantile et puis il a peint sa solitude. Et ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que on peut voir que ses cheveux sont traités avec les mêmes touches que l'herbe toute sèche. Puis les mains de cette jeune femme, c'est les mains d'une vieille personne qui a des griffes comme ça, parce qu'elle est handicapée, et puis elle est dans un univers de solitude, où des maisons sont pratiquement vides, alors que c'est pas vrai. Il y a une toute petite touche ici, où on voit une paire de blue jeans qui pourrait montrer que c'est quand même habité. Il utilisait très peu de détails, mais chaque détail avait une vie en soi. J'ai dû prendre des leçons de piano parce que ça se fait bien dans les familles, n'est-ce pas? Je vais faire mes exercices. Ma mère venait à mes côtés et jouait la main droite. Et puis moi, je jouais la main gauche. Et puis on jouait bien. Non mais c'était beau, c'était fantastique. C'était moins chiant que chez le professeur. Et à la fin, elle m'embrassait, puis je l'embrassais, mais c'était un petit Vésuve silencieux de joie. Mais j'arrivais pas à faire marcher mes deux mains ensemble. Mon père dit d'accord, il n'est pas bon pour le piano, tant pis, mais il fera de la peinture. Je dis d'accord. Et puis alors, il a cherché un professeur de dessin. Luc Monnier, je l'ai rencontré comme un outil de survie. Il m'a dit, je veux t'apprendre l'histoire de l'art. Tu prends cette image et puis tu la repeins comme tu aimerais le peindre. Mais pas la copier, surtout pas la copier. Mais là-dedans, il y a des rythmes, tu vois, il y a un truc là comme ça. Et puis là, dans ces croix, tu vois, Jésus-Christ en croix, eh ben, il y a un truc, puis là, et puis il y a sa tête. Mais c'est un oblique. Alors fais-moi ces obliques. Et je repeignais. Alors on donnait cours à toute notre fantaisie. L'oiseau du paradis, alors voilà, l'oiseau, la tête, puis alors la queue, puis les ailes. Et puis là, il y a un peu de bleu, puis un peu de vert. Luc Monnier avait un atelier au sommet d'une vieille maison, un immense atelier. Et puis, à un moment donné, il a dû partir au service militaire. Mon père a dit, si tu veux, on le lui loue. Alors j'ai eu l'atelier de Luc Monnier dans la vieille ville de Bienne. Et moi, je me prenais pour un peintre. Non, j'ai jamais pensé à devenir peintre. Parce que quelque part, j'étais trop tiré par ma famille qui aurait été... Mon père était médecin et dentiste. Et puis quand on rencontrait de la famille, il y avait un médecin, un dermatologue, un gynécologue, tu vois, un psychologue, toutes sortes de logues. Alors, c'est comme si on attendait que je fasse le même métier que les autres. Mais je sais pas.
Mais peut-être que quand même, j'étais un petit-fils de bourgeois à la gomme, et puis je savais que les peintres, ils mouraient de faim, et puis que je voulais pas mourir. Je sais pas, si tu me faisais une belle psychanalyse, après 4 ans, je t'aurais peut-être confessé que c'était l'angoisse de la pauvreté potentielle qui m'aurait empêché et qui aurait fait un surmoi de moi. Ça, c'est la fauvette. Et puis le pinson, il fait... Et la fauvette, elle essaye d'imiter des petits bouts du chant du pinson. Mais elle n'y arrive pas parce que c'est trop long. Nous louions un appartement dans un endroit splendide, Montanacran, dans les Alpes suisses, avec une vue extraordinaire sur toute la chaîne des Alpes. Et puis un matin, je me lève pour aller voir l'arrivée du postier et arrive un vieux monsieur qui avait 20 ans de moins que moi maintenant, qui m'avait l'air une momie, mais très sympathique. « Hé, jeune homme, comment allez-vous » Théophile Kahn me dit « Jeune homme, alors qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je fais des études de médecine, mais maintenant je me prépare à l'examen de physiologie. À la physiologie, mais c'est pas possible, c'est mon métier. Je suis professeur à la Sorbonne, à Paris, du secteur de métabolisme intermédiaire. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors écoutez, jeune homme, vous étudiez dans quoi? Dans le Boyd. Non, on ne peut pas étudier dans le Boyd, c'est pas possible. Oui, mais c'est un prix Nobel. Mais je m'en fous des prix Nobel. C'est pas les prix Nobel de la pédagogie. Ils gèrent la connaissance. C'est une connaissance empâtrée, une couche après couche. Venez avec moi, chaque matin je pars à 6 heures et je vous apprendrai ce que c'est que... Je me suis dit, maintenant je suis foutu. Je suis foutu, je vais rater mon examen parce que mon rêve pédagogique, c'était donc antipédagogique, quand tu ne connais rien, tu choisis peut-être l'antipédagogie, de ingurgiter pour mieux pouvoir régurgiter le jour de l'examen. Et après, alors je pars avec Théophile Kahn, la mort dans l'âme. On sort de la maison, il me dit arrêtons-nous. Je dis voilà, me voilà bien parti. Et puis qu'est-ce que vous voyez? Ben, je vois des marches d'escalier. Non mais il y a en dessus des marches d'escalier un peu d'herbe. Oui, oui. Mais regardez bien, mais oui, je regarde, il y a de l'herbe. Non, il n'y a pas que de l'herbe. Oui, c'est clair, il y a des sauterelles. Alors là, vous avez déjà bien observé. Oui, mais pourquoi il y en a qui sautent à droite et puis d'autres qui sautent à gauche? Observez, sans idée préconçue. Puis il y a eu à peu près pendant 15 jours, chaque fois 5 heures de biologie. Mais je ne savais pas que j'apprenais des choses avec Théophile Kahn. Tu vois, c'est impressionnant. C'est ça le parcours de vie qui n'a pas été canalisé, écrasé, compacté. L'école classique m'a toujours comprimé. On fait comme ça. Pourquoi? Parce que.
Le jour où tu fais de la recherche, c'est un parcours qui n'est pas fait avec des questionnaires à choix multiples, mais avec des observations et des étonnements. Chez le professeur Reynolds, en institut de biochimie clinique à Genève, on tuait peut-être 40 à 50 rats par jour pour étudier l'effet d'une hormone, qui était l'insuline, sur le tissu adipeux, puisque l'insuline permet au sucre d'entrer dans les cellules. Et je disais, mais moi je peux pas, c'est pas possible. Alors moi, avant de les tuer, je leur faisais une petite anesthésie avec de l'éther. Et j'ai pas pu trouver de glycogène. Je téléphone à Théophile Kahn, il me dit, mais Jean-Philippe, mais enfin, vous êtes effectivement trop jeune. Mais de mon temps, c'était clair. Jamais d'anesthésie avec de l'éther à des patients diabétiques. Parce qu'on sait que ça fait un stress pour le foie et le foie fait disparaître tout le glycogène qu'il avait. J'ai quand même appris le travail difficile dans un laboratoire de recherche. Punaise, quel boulot! Il fallait laver le matériel, il fallait repeser 2 fois ou 3 fois les réactifs, et puis il fallait ensuite être très prudent parce qu'on utilisait des substances radioactives. Et puis après, il y avait un boulot. Et quand je suis entré en clinique avec des malades. Moi, j'étais agressif contre les malades qui ne suivaient pas leur traitement. Ce salaud qui ne prend pas ses médicaments, quand on voit tout le boulot qu'on fait en recherche, c'était des traîtres. Ils faisaient péter la baraque. Et j'étais agressif contre eux. Alors ça, en entrant maintenant au ciel, je devrais dire ça à Saint-Pierre. Je devrais avouer que j'ai été agressif contre mes patients. Albert Reynolds n'était pas un clinicien, mais il avait un sens clinique plus fort qu'un clinicien. Et il m'a envoyé à la Joslin Clinic, où il y avait des écoles pour des diabétiques, et puis j'allais assister à ce que disaient ces médecins à cette Mecque. Et j'ai vu que ce qu'ils faisaient, c'était une aberration. Une aberration tout court. Je ne savais pas que c'était une aberration pédagogique. C'est-à-dire qu'ils répétaient tout le temps la même chose, et à force de répéter tout le temps la même chose, je me disais, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire apprendre à des gens des litanies de choses qu'il faut éviter, de choses qu'il faut faire. Et puis j'ai été dans un autre endroit qui a obligé que je traverse tous les États-Unis, chez Léona Miller, une femme, médecin, chimiste, qui dosait l'insuline. Elle ne pouvait pas mobiliser les médecins parce qu'ils disaient ça, c'est pas de la médecine. La médecine, c'était de faire le diagnostic et de prescrire le médicament. Le reste, arrêté. Léona Miller à Los Angeles, elle disait à ses infirmières, vous allez noter la cause ultime qui a mené le patient à l'hôpital. Et puis la Léona Miller, grâce à ses informations au ras des pâquerettes, où elle a pu montrer qu'après avoir enseigné aux malades, il y avait moins d'hospitalisation, il y avait moins d'urgence. Sa consultation de podologie n'avait plus de grands cas qui obligeaient des gens à subir une amputation. Incroyable! Et ça a fait le tour du monde, ce livre. Et puis j'ai été tout de suite chez elle.
Et puis avec elle et moi, on s'entendait vraiment bien parce que moi, j'étais fasciné par le travail qu'elle faisait avec ses infirmières. Or, est-ce que c'était parce que ma mère était infirmière? Je ne sais pas. Mais disons, les infirmières ont joué un rôle vital dans mon parcours. Déjà, j'étais très ouvert pour les infirmières. La première année a été très très difficile pour moi parce que je me demandais si j'allais rester. C'était tellement déstabilisant en fait. On n'est pas préparé dans notre profession moi, à travailler surtout la relation avec le patient. On n'est pas du tout préparé. On est plus préparé dans la technique ou alors peut-être que oui, on nous donne un peu de théorie au niveau de la relation d'aide avec le patient, mais on a tellement peu le temps de la travailler dans les autres services que c'était assez déstabilisant de venir ici. Ça vous remplit, ces projets-là? Pas suffisamment. Pas suffisamment. En fait, c'est là, j'ai presque envie de pleurer, en fait, c'est là mes frustrations, quoi. Ouais. Pas le diabète lui-même, mais la vue, la marche. Ouais. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment une période où je sens que j'ai l'énergie. J'ai de la force, mais je peux quand même pas. Vous avez quoi comme activité professionnelle? Mécanicien sur automobile. Sur automobile? Un individu, c'est aussi délicat qu'une voiture de sport. C'est pas une Jeep, un individu. Alors il faut affiner. Mais pour moi, ça va me changer ma vie. Oui, ça c'est clair. Mes habitudes, surtout. Mais avec ça, vous porterez quand même mieux. Oui, je pense, oui. Déjà maintenant, je me sens bien. Vous êtes déjà Ah, mieux. oui, J'y croyais pas au début. Je me disais, c'est pas possible. Ça fait 1 heure qu'il parle avec ce patient. J'arriverai jamais à rester à 1 heure à parler, écouter. Donc ça a été mon premier apprentissage. Et puis là, maintenant, je me sers des ressources de l'unité, quoi. On est sans arrêt, quoi, en train d'écouter l'autre. Elle a dit ça, c'est vrai que moi, j'aurais peut-être pas dit ça, mais pourquoi elle a dit ça? Et puis finalement, on va lui demander pourquoi tu as dit ça. Et c'est ça, en fait, qui m'a plu ici, c'est que qu'on ait une idée, une difficulté, et on la partage. Un patient hospitalisé pour une bronchopneumonie ou pour l'équilibration d'un diabète, il passe les 3/4 de sa journée à attendre, avec des passages punctiformes de soignants qui regardent l'effet du médicament et puis qui repassent le lendemain. Alors nous sommes dit, essayons de gérer ces temps d'attente et essayons de les remplir par des activités qui permettent au malade de mieux apprendre ce qu'est sa maladie et de mieux gérer son traitement. Vous pensiez que vous auriez pu remarcher comme ça ou pas tellement? Non, au début, non. C'était le désespoir. Et puis, ça coûte quand même beaucoup de bien marcher. Et je marche mieux depuis que je vais régulièrement à la piscine. On marche d'abord dans sa tête. Hein. Apparemment, oui. Ouais. Quand vous marchez, est-ce que vous sentez que vous mettez les pieds sur terre? Ah, c'est sûr. Ou bien vous avez Ils sont l'impression... là. On est tous dans un bateau, donc je dirais le capitaine, ça a été toujours M. Assal. Et puis nous, on est les matelots, on pourrait dire, mais on est tous dans la même direction. Je veux dire, on est dans le patient. Et on travaille tous vers le patient pour améliorer sa vie. Quand je suis rentré des États-Unis, j'avais à une extrémité de l'hôpital, ici, mon service, et à l'autre extrémité, j'avais été nommé à mi-temps aux soins intensifs. Alors là, il y avait une impossibilité, parce que la maladie chronique, et l'autre côté, c'était
c'était l'intervention aiguïssime pour sauver la vie. On était dans le très court et là on était dans le très long. Et quand je devais traverser l'hôpital, eh bien, je me maudissais narcissiquement. Parce que de la peine que je me donnais, on félicitait le malade. Quand même, tu vois, le drame de l'identité professionnelle, c'est une prison, l'identité professionnelle. Albert Reynolds est devenu un des leaders du diabète en Europe et on a fait le congrès diabétologique à Genève et on a eu 500 inscriptions de gens qui voulaient participer à cette journée sur l'éducation des malades. C'était tout au début. Il n'y avait rien d'équivalent. Et Albert Reynolds m'a dit, à Salles, maintenant, il faut que tu organises une association pour s'occuper de l'éducation des malades. Il a pressé sur le bouton vert et puis j'ai fait ce Diabetes Education Study Group qui maintenant existe dans tous les pays européens. Alors ici, on a fait 50 séminaires où on a eu à peu près 5000 participants, un tiers de médecins, 2 tiers d'infirmières, de paramédicaux, où on insistait énormément sur l'hétérogénéité des groupes, sur l'attitude des soignants envers les malades. En haut, c'est le médecin qui est représenté par le patient comme en Dieu, donc il mystifie son médecin. C'est pour ça qu'il a une couronne comme en roi. Et puis en bas, c'est le malade qui a une souffrance intérieure qu'on ne voit pas souvent, que le médecin ne voit pas toujours. C'est pour ça qu'on a fait une tache de sang. Et puis il essaye de trouver la fusion entre le patient et le médecin. C'est représenté par ce ressort qui peut être soit tendu, soit très serré. Et puis les oreilles, c'est en fonction de comment le médecin écoute et comment écoute le patient. On a voulu il écoute comme une passoire alors. Ça passe aussi. Exactement, avec les trous. En tant que soignant, on a du mal à aller dans les sentiments de l'autre. Alors on s'appuie sur du concret. Et le concret, dans le diabète, sont les complications. Alors on fait ressortir tout ça pour essayer d'améliorer quelque chose qu'on saisit mal. Et je crois qu'il y a un décalage total entre ce que vit le patient et puis ce que l'on perçoit de sa vie. Et on utilise des moyens qui sont très très mal adaptés pour l'accompagner. J'aurais envie de lui demander, mais qu'est-ce qu'il attend du médecin au stade des complications, quand il vient voir le médecin? Est-ce qu'il faut quelqu'un de modestie dans notre prise en charge? Je pense que cette complication-là, on ne peut pas. On peut l'imaginer. C'est frustrant aussi pour les soignants. Alors, ah bon, oui. Oui, mais c'est pourquoi on ne peut qu'accompagner. C'est l'accompagnement qui est important. On est de merveilleux techniciens et on sait tout sur les complications, mais on ne sait rien sur le reste. Au moins, pouvoir exprimer sa souffrance. Et le corollaire de la souffrance, c'est « je me la garde pour moi ». Cette souffrance ne peut pas être présentée comme ça. L'autre personne ne va probablement pas l'écouter sur la même longueur d'onde de l'émotion de la personne qui l'exprime. Frida Kahlo est une des expressions les plus uniques d'un vécu tragique. Elle était étudiante avec un ami, elle prend le tram, lequel tram est heurté par un camion. Elle se tenait à une barre en bois. Cette barre en bois lui pénètre le dos, traverse le bassin, ressort par le vagin. Voilà une femme dramatiquement handicapée. Et voilà que cette femme, Frida Kahlo,
se met à peindre alors qu'elle n'était pas peintre. Elle voulait même faire des études de médecine. Elle se met à peindre son vécu durant toute sa vie. Et vous voyez très bien dans cette image l'univers dans lequel vivait Frida. Voilà les fractures de la colonne, voilà les souffrances sous forme de clous. Elle peignait ça pour elle. Elle se parlait à elle. Voilà le regard réel et le regard du vécu de cette femme. C'est des belles couleurs. Et puis si tu veux mettre un bleu, si tu continues de peindre comme ça, il y a une couleur qui est dit et puis moi. Alors tu vas peut-être mettre, je sais pas, un rouge. Et puis il y a un vrai rouge qui dit, mais c'est pas du rouge, ça, c'est du brun. Alors il y a du vrai rouge qui vient à la rescousse. Et puis déjà là, rien qu'en voyant ces couleurs, il y a des tensions internes visuelles colorées. Alors tu peux essayer de mettre la paix parmi ces identités professionnelles colorées. Et puis là, il y a une couleur qui est le gris de Payne. Et là, un peu de bleu et de vert dedans. Donc, quelque part, elle va assez gentiment avec celle-ci ou avec celle-ci. Mais maintenant, je vais vous mettre du noir. Alors, regardez la dureté du noir. C'est comme si tu mets dans ces couleurs un administrateur. Ils ne peuvent plus être eux-mêmes, tu vois. Mais par contre, si tu mets, j'invente, hein, mais cette couleur grise, tu vois la différence entre le noir, mais là, quelque part, ça peut aller ensemble. C'est amusant, hein, la peinture. Alors maintenant, je vais mettre un peu d'administration là-dedans. Vous avez par malade 20 minutes, pas plus. D'accord, d'accord. Et puis, on n'a pas assez de personnel, vous aurez que 15 minutes. Alors dépêchez-vous de voir ces malades. D'accord. Alors hop, voilà. Et puis tu crées des prisons. Tu vois? Moi j'adore faire ça. Donc c'est pas pour faire un tableau, mais c'est pour travailler avec des identités colorées différentes. Alors là, c'est quand même une bénédiction d'être dans ce petit coin. Puis alors, donne-moi un peu de rouge. Oui, volontiers. Ah là là. Là, il va se bluffer l'administration. Alors on me dit que j'aime pas l'administration, mais c'est sûr que j'aime l'administration. Parce que si on n'avait pas l'administration, je sais pas très bien où on irait. Mais l'important entre les différences d'identité professionnelle, c'est la souplesse. Et en faisant de la peinture, je pense qu'on s'entraîne à cette souplesse. Un étudiant en médecine, on le dresse à repérer la force des différentes couleurs. Et puis, on doit cerner ces couleurs d'un bord noir pour que cette couleur soit emprisonnée. Et le problème, c'est que devenir un clinicien, c'est justement pouvoir naviguer entre une identité et une autre, alors que la connaissance médicale, elle est soit verte, soit jaune, soit bleue. Et la réalité, c'est de pouvoir naviguer comme un petit poisson entre différents secteurs. Dans mon activité avec les malades atteints d'une maladie chronique qui va les tuer s'ils n'arrivent pas à gérer cette maladie.
le but de ce que j'ai fait, c'est essayer de trouver les messages, tant au niveau cognitif, qui devrait apprendre à connaître, et les gestes qu'ils doivent faire pour contrôler leur maladie. Mais ça, c'est déjà une espèce de collision avec les connaissances médicales qui sont presque absolues, puisqu'il y a un absolutisme pour faire le diagnostic, et puis il y a une conviction pour appliquer des traitements. L'histoire s'arrête là, mais ce sont des objectifs généraux. Or, on dit toujours que le diable est dans les détails. Eh bien, les détails, c'est comment faire, quoi faire, quand le faire. Et alors, à ce moment-là, il y a un besoin d'une espèce de métaphore. Alors là, j'ai un Christ qui est mort sur la croix. Et puis, j'ai mis ce Christ-là sur mon pupitre. Et puis, que je trouve très très beau. Et puis, en même temps, progressivement, en l'ayant là, je me suis dit, mais non d'une pipe, mais ça c'est peut-être le malade qui refuse sa maladie. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas être crucifié par sa maladie, mais n'arrive pas, avec sa révolte interne, à suivre son traitement. Avec ce charbon, hop, là il y a la deuxième poutre qui est ici, et puis la troisième poutre, elle est là. Là, on a l'entrée de notre chalet, ici à droite. Alors, c'est pas de la grande peinture, mais c'est des rythmes auxquels je participe. Je pense que la connaissance, c'est une chose, la psychosociologie, c'est une autre chose, et ensuite, les rythmes qui sont exprimés par la création artistique, c'est pas du cognitif, mais ça me donne un certain équilibre dans la dimension clinique de ma profession. La satisfaction d'un clinicien, c'est au moment où il y a une espèce d'équilibre entre la maladie, la sociologie, c'est-à-dire le malade et sa psychologie, et son entourage. C'est des recherches qui ne sont pas extrêmement complexes, mais qui touchent l'équilibre qui est presque l'équilibre d'un danseur. Alors là, à Grimmens, je retrouve un lit pour mon équilibre. Et puis depuis que je vis avec Tiziana, ça a encore pris plus d'importance parce qu'elle était dans le domaine de la peinture une professionnelle historienne d'art. Moi, j'étais un rigolo qui regardait les livres, qui admirait, mais j'ai pas dû travailler professionnellement à ça. Quand j'ai développé du diabète, le médecin qui m'avait été recommandé, soi-disant, il connaissait le diabète. Tu parles qu'il connaissait le diabète. C'était le seul en Suisse qui dosait l'insuline.
insuline, cette hormone qui me manquait. Mais il était très fier de ne rien connaître du malade, très fier de ne rien connaître en diététique. Enfin, il faut le faire. Et puis, il me dit, voilà, il faut prendre cette piqûre, et puis vous prenez cette insuline, et puis vous allez voir, ça ira mieux. Et puis, j'ai passé une demi-heure avec ma femme, dans notre cuisine. J'y vais pas. Bon, un peu plus tard, dans notre salle à manger, j'ai fait un petit tableau, il est très lourd, mais j'avais fait une tache noire. Je me suis dit, peut-être que c'est l'expression du gouffre que j'avais perçu autour de moi d'avoir cette maladie. Et puis il y avait un mouvement presque de vie chez moi qui m'a dit, non mais c'est pas que ça. Mais je ne savais pas que j'exprimais mon vécu. Alors j'ai mis d'autres couleurs. Et puis ces autres couleurs, il y a quelques années, je me suis dit, mais quand même la vie est plus proche de ça. Et il faut que tu enlèves ces autres couleurs. Parce que j'avais vu le poids de vivre avec une maladie chronique chez des patients. Alors un jour, j'ai pris une scie, comme ça, et puis j'ai coupé ça. Ce tableau-là m'apparaissait plus équilibré, mais pas nécessairement à cause de moi, mais après avoir appris des malades leur souffrance. Je ne savais pas plus que du diabète, sur la physiopathologie du diabète, mais sur le vécu des patients. Parce qu'on faisait chaque semaine une table ronde. C'est quoi la difficulté de vivre avec du diabète? Alors les gens racontaient toutes sortes de choses préoccupantes, mais le dénominateur commun, c'est qu'ils étaient tous seuls. Et puis en tout cas que les médecins ne les écoutaient pas. Et c'est amusant quand même la peinture qui à un certain moment devient le pendant de ce que tu vis en tant que soignant, de ce que tu crois savoir. Et puis en fait tu ne le sais pas parce que quand tu vois ce que tu as peint, c'est pas ce que tu savais. Mais donc il y a une autre partie inconsciente de soi qui émerge à travers ce que tu peins. C'est peut-être ton bras, ton corps, ton mouvement qui te met en mouvement pour peut-être aller guigner à l'intérieur de toi ce qui se passe. Le livre sur le théâtre du vécu, je voulais faire une petite couverture. On ne sait pas que c'est un théâtre sur lequel va s'appliquer un texte et sa mise en scène. On est dans quelque chose de flottant qui pourrait être un théâtre ou bien une prison, dans un certain degré de désordre, parce que le vécu, il se greffe sur le désordre, la désorganisation de la vie. Bonjour. Bonjour, Marcos. Bonjour. Venez, s'il vous plaît. Approchez-vous. Non, c'est bon, bougez plus, c'est bon. Aujourd'hui, la journée, c'est autour de l'écriture. Moi, je suis là juste pour vous accompagner dans l'expérience. Vous êtes libre de parler de ce que vous voulez. En quelques 25 ans, à peu près 2500 personnes ont participé au théâtre du vécu. Le théâtre du vécu, c'est un moment où tu peux exprimer un vécu qui a abouti chez toi presque à un corps étranger et qui te ronge. Et puis on demande à ces gens d'exprimer ce qui s'est passé
et puis de le mettre en scène avec l'aide de professionnels du théâtre. Je vois ce texte et puis j'ai presque plus envie d'en entendre parler, c'est marrant, hein? Mais peut-être parce que justement, ça me fait peur, en fait. Est-ce que tu as envie d'une image muette? Oui, ouais, parce que, voilà, je crois que moi je ressens un peu d'impuissance maintenant par rapport à ce texte-là, et puis je crois que c'est aussi ce que je ressens dans le texte que je dis. Et puis c'est vrai que je pense que je verrai pas quelque chose de très mouvementé, disons, je crois. Est-ce que, donc, elle tire ce drap, est-ce que tu veux qu'elle commence à parler en revenant dans le carré, ou qu'elle parle qu'une fois qu'elle est dans le carré? Non, elle peut commencer à parler, et elle peut même évoluer, enfin elle peut bouger dans le carré. Peut-être qu'elle se pose pour la fin. Qu'elle se pose pour la fin. Ouais. Aujourd'hui, j'ai entendu la pire des nouvelles, tellement incendiaire qu'elle a soufflé tous mes projets, tous mes désirs. De ceux-ci, il ne reste que de petites bribes, semblables à des papillons calcinés. Morbides et provocateurs, ils s'éparpillent, s'écrasent au sol, et le tracé de cendres qu'il laisse souligne mon impuissance. Vous êtes une grande poétesse, mais vous aviez des personnes qui parlaient pour vous, qui jouaient pour vous, et qui ont perçu dans ce domaine impalpable. Et je pense que là, on a touché ce qu'était la poésie. C'est à vous, enfin voilà, c'est vous qui faites en sorte que cette possibilité-là existe. Et puis voilà, si j'ai pu faire de la poésie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se préoccupent sûrement de pouvoir laisser s'exprimer la souffrance en poésie. En général, on n'a pas l'habitude d'écrire un texte pour le théâtre, et des fois même, on n'a pas l'habitude d'aller au théâtre. Mais chacun, avec l'aide de l'équipe théâtrale et de l'ambiance qui se crée dans le groupe, arrive toujours à produire, à créer une pièce de théâtre qui est une petite merveille et dont il est très fier. Parce qu'il ne pensait pas qu'il aurait été capable. Et il est surpris de découvrir même en lui-même des capacités qu'il ignorait. Ce vécu qui m'a écrasé, je le vois ordonné, réorganisé, mais par moi. Donc c'est important que le spectateur, qui était l'auteur de son vécu, devienne spectateur de lui-même. Et les gens disent, c'est moi, mais c'est presque plus moi. Et puis de voir ce qu'on a fait avec ce vécu, on l'a remanié. Mais dans ce remaniement, on a pris de la liberté par rapport à soi-même. Et peut-être qu'avec cette liberté, on peut faire un pas de plus en avant. Alors cette voie de chemin de fer est la voie qui te mène à Venise, à Milan et à Venise. Toutes les fois qu'on va à Venise en train, on passe par là.
Venise, c'est une aventure délicate, mais qui ne peut pas se planifier. Il y a tout qui bouge, tout qui est rythme, tout qui est découverte. C'est pas planifié. J'adore ça. Et puis, il y a ce ciel de Venise que je ne peux pas décrire, mais il est pas laiteux, mais il est transparent. Mais le soir, Venise, avec toutes ces briques, ils appellent ça l'imbrunire. Tout devient brun, parce que c'est la suprématie des briques qui donnent ce ton à l'éclairage et à la lumière ambiante. Venise, c'est la magie de tous les rythmes qui se rencontrent, qui se heurtent, qui s'enchaînent, qui s'opposent. Il y a le rythme du vent, il y a le rythme des vagues, il y a le rythme des gondoliers. Eh bien, Venise, c'est une espèce de miroir pour un soignant à percevoir l'hétérogénéité de tous les rythmes qui se soutiennent, s'opposent et sont toujours présents. Un malade, c'est la réunion de tous les rythmes, de toutes les sensibilités. C'est le comble de l'hétérogénéité. Ah oui, primando hoy. Ah oui. Venise, c'est un entraînement pour un médecin, pour un soignant, à affronter, à bénéficier de tous les rythmes possibles et imaginables. J'avais pas mal travaillé au Canada. J'étais proche de ces œuvres d'art des Inuits. Il y a des merveilles. Un des trucs les plus importants que j'ai, c'est dans cette pierre extrêmement dure. C'est un groupe d'êtres humains qui montre le destin de l'homme fondu dans la pierre. Je trouve ça extraordinaire. Et puis la pierre, elle est là. Hein. On a le côté positif avec les têtes de la condition humaine prise dans un magma. Je trouve ça une œuvre d'art exceptionnelle. Alors, par exemple, ça, c'est une vertèbre cervicale, probablement d'un phoque. Et en fait, ils ont sculpté avec les apophyses latérales cet homme avec ses mains ici, de chaque côté. Ça, c'est une corne de wapiti. On voit ici l'oiseau
qui couve son nid, mais tout est fait avec ce qu'il trouve localement. Je continue ma inuitologie. Là, il y en a une autre, une sculpture plus complexe. On voit bien cette espèce de pêcheur qui est lié avec l'objet de la chasse. Et puis, quelque part, il y a le harpon. L'animal est là, le pêcheur avec son harpon, mais c'est dans une espèce de fusion entre l'animal, le bateau, le mouvement. Je trouve ça de toute beauté. Ça, c'est des belles pièces dont je suis très fier. Depuis une année ou deux, j'ai un œdème maculaire qui n'est pas lié au diabète, mais qui vient comme ça, peut-être lié à un petit problème que j'avais au niveau oculaire. C'est un glaucome, une hypertension oculaire. Et puis maintenant, alors j'ai un truc incroyable, c'est une petite caméra qui a à peu près la grandeur de mon index, que je mets là. Alors voilà au dos du catalogue que je ne peux pas lire. Non, mais c'est pas mal, hein, l'électronique. Hein. Alors, lis-moi ça maintenant, s'il te plaît. Il se fout complètement que je lui dise, s'il te plaît. Voilà. Attention, votre batterie devient faible. Bon, ben. Actuellement chargée à 20%. Bon, d'accord. Alors, tu me lis ça, s'il te plaît. La période provençale de Nicolas de Staël, entre juillet 1953 et juin, sont autant d'expériences qui nourrissent son imaginaire et le rythme spectaculaire de sa production artistique. Il peut y avoir encore du texte plus bas. Veuillez monter le texte et essayer de nouveau. Et voilà. On a ramené ça des Indes. Mais il y a tout là-dedans. Il y a des petits morceaux de miroirs, il y a des espèces de petites zones concentriques. C'est le symbole de la créativité. Alors tu me diras que dans la créativité, il faut mettre de l'ordre, il faut trouver des axes, il faut trouver des représentations régulières, un peu, tiens, comme cette chose très belle, ce tissu africain, des dogons. Il y a peu de messages, mais c'est presque des messages numériques. Juste en dessus, j'ai ce petit mobile. Il y a une activité avec des plumes et des tout petits pois rouges. Il n'y a rien, et puis il y a tout. L'hétérogénéité de la vie que nous menons. Tu vois, ce désordre, à mon avis, ce n'est pas du désordre. C'est un respect de l'hétérogénéité de toutes les merveilles qui nous entourent. Et je les garde ici, mais pas dans des boîtes. Hein. Il n'y a pas de vitrine. Tout le monde peut toucher tout. On est tous témoins de cette hétérogénéité qu'en médecine, avec les algorithmes, on veut réduire, on veut brimer, on veut structurer, absolument. Et c'est pour ça que le parcours hospitalier m'apparaît souvent si dur pour les patients, parce que chaque patient vient avec sa souffrance, donc sa solitude, avec ses maux, donc ses douleurs, et puis devant lui, il y a des médecins qui ont été formés à respecter les algorithmes que suit la nature. Mais la nature, elle a ses algorithmes qui ne sont pas du tout ceux de chaque individu. Alors cette Vénus, j'ai fait beaucoup avec elle. Viens, oh mon Dieu, c'est pas le moment de la casser. Hein. Cette Vénus, c'est une copie en plâtre de la Vénus des Médicis de Florence. Je donnais cette belle Vénus à toutes sortes de soignants et je leur disais, maintenant vous allez porter atteinte à cette Vénus.
aucun soignant voulait porter atteinte à cette belle femme, parce que moi, en tant que soignant, voilà ce qu'il disait, moi je suis là pour réparer. Alors l'Italien qui faisait ses plâtres, il m'en a livré la moitié dans un sac en tissu, un peu comme ceci. Mais moi, je ne voyais pas cette Vénus. Il y avait 2 tables. Il y en avait une où il y avait cette belle Vénus, sa tête toute nue. Tellement parfait, tellement jeune. Et puis l'autre, il y avait ce sac sur la table. Vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Vous devez porter atteinte à cette chose. Vous pouvez prendre un marteau et vous avez le droit de donner 2 coups de marteau. Et ceux qui avaient la vraie Vénus sous les yeux faisaient des toutes petites lésions qui leur étaient très très faciles à replâtrer et à améliorer. Ceux qui avaient le même marteau, les mêmes ciseaux et les mêmes râpes s'amusaient avec ça et ont détruit parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ont essayé de réparer et ils sont partis fiers pour aller réparer. Et la chose, ils n'ont pas réussi à réparer. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence pratique au niveau de nos patients? Eh bien, quand on est en présence du corps blessé du patient, on est infiniment plus respectueux que quand on a le cas du patient sur une feuille de laboratoire. Je me suis trompé, c'est là-bas. Alors je suis venu à Genève à l'époque des sciences cliniques. On avait des chambres de malades avec 25 à 30 lits. Et puis dans l'hôpital le plus moderne, qui était l'hôpital cantonal où j'ai commencé aussi, il y avait des chambres à 6 lits. Mais ça, c'était le luxe des luxes. Et les malades développaient un sens social entre eux. L'état de souffrance, qui est un peu le point commun des malades, était partagé par les autres malades qui souffraient un peu moins et qui tenaient la main. Et puis aujourd'hui, alors c'est des chambres à 2 lits. Et c'est l'état de solitude. Non mais c'est pas possible. Il n'y avait pas tellement de solitude à l'époque. En 2005, j'ai dû prendre ma retraite et ma femme a décidé de prendre sa retraite anticipée pour qu'on travaille une fois ensemble pour développer des activités à travers notre fondation. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'étais toujours très étonné du peu de connaissances que les soignants avaient de leurs patients. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez entendre?
ces éléments qui sont liés directement avec les 5 sens sont souvent négligés involontairement. Et alors on a fait ce passeport sensoriel, un petit document qui permettrait à des soignants et à des individus, à tous les individus, de faire un petit catalogue des éléments qu'ils ont appréciés, qui ont fait la qualité de leur vie à travers leurs sens. Moi, je l'ai rempli dans une intention de jeu, grand-papa. Dans une intention de me ressouvenir d'état, quoi. J'aime bien quand je sens l'odeur qui annonce la pluie. En fait, je crois que c'est un peu l'odeur d'humilité, puisque j'aime aussi bien l'odeur de ma cave. En tout cas, l'odeur de ma cave me plonge un peu dans l'odeur de mon enfance, quand j'allais chercher mes skis à la cave. Puis c'est une odeur qui rassure. C'est vrai que tu revis un peu partiellement le moment en écrivant. Et le fait de l'écrire, ça m'a encore plus plongé dans le souvenir. Dans le souvenir. Enfin, pour moi, l'émotion, elle est intimement liée à la mémoire. Enfin, émotion et mémoire, c'est... Les sens, ils sont là pour ancrer, comme tu écris, tu vois, ancrer, c'est écrire avec de l'encre, ancrer, attacher... Oui, avec une encre, tu veux dire. Avec une encre, ouais. Oui. Et une impression d'un moment. Ouais. Nous avons reçu une lettre d'une amie qui nous parle de l'expérience qu'elle a vécue avec sa maman. Elle n'avait pas l'Alzheimer, mais le résultat était similaire. Un jour, mon fils est venu voir sa grand-mère et s'est mis au piano pour jouer une musique de Schubert qu'elle avait jouée dans sa jeunesse. Tout de suite, elle s'est levée, s'est mise au piano avec lui et a commencé à jouer aussi. Je suis d'accord avec vous que les sens sont très importants pour éveiller en nous nos mémoires de notre jeunesse jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Dans ce petit carnet de dessins, il y a des mélanges de dessins, de petites peintures et de photographies. C'est le même arbre. Et ça, je l'aime bien parce que c'est pas facile de peindre un de ces foutus oliviers. Alors Madame Gruner était une femme exceptionnelle. Elle a acheté une espèce de forêt de pins et elle y a fait faire tous ces murs en pierre sèche. Elle y a fait planter les oliviers, les pins. Elle a organisé ce paysage comme peut-être un peintre de la Renaissance qui faisait des paysages, ou bien un peu plus tard, avec un premier plan, un deuxième plan, un arrière-plan, puis un horizon, et vous voyez que d'où vous regardez, c'est un artifice qu'on a fait avec la nature, tout en respectant la nature. Cette nature-là, elle est faite comme une sculpture autour de laquelle on aime se tourner, n'est-ce pas, ou la voir dans une perspective ou une autre. Mais pour la réflexion, cette nature-là, je pense qu'elle stimule un certain accompagnement des efforts rationalisants qu'on aime faire. De la matière d'ailleurs.
qui est là. Et puis vous auriez ça dans l'espace du jardin avec ces cailloux qui bougent là, comme ça. On se décentre un peu et le patient redevient un vrai sujet. Il n'est plus l'objet de ces messieurs et ces dames. On peut avoir une vraie curiosité en plus. Ah, puis alors là, j'avais été au Congrès européen du diabète en Roumanie. Là, peut-être qu'on traversait les Alpes. Tu vois, j'avais envie de peindre. Ah, puis là, on était rentré en Italie. J'avais fait un amaryllis. Je l'avais fait trop grand. Alors, je l'ai divisé en deux. J'ai fait le vase. Et puis, avec la fleur de l'amaryllis. Et puis alors après, on était à Venise un peu plus tard. Et puis alors, j'ai trouvé les rythmes avec les gondoles. Je suis retombé dans mon attrait pour les couleurs. Et puis alors, on retourne à Grimmens. Ça, c'est une des fenêtres de notre chalet, avec la vue qu'on a sur le Weisshorn qui est ici, le soir à la tombée de la nuit. Dans les ateliers de Tiziana, où elle fait venir des peintres extraordinaires, Jorda, c'est un des artistes que je préfère. Avec lui, quelque part, tout ce que tu fais, ça prend corps. Ce que je sais de la pédagogie, c'est que le pédagogue, il doit s'annihiler pour être totalement dans la sensibilité de son élève. Et c'est normal que l'élève ne comprenne pas, le pauvre, et il faut que je l'accompagne. Jorda, c'est totalement différent. Quand il prend le dessin que tu as fait, il se dit, c'est un dessin que j'ai fait moi. Et il regarde ça et il se dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ce dessin? Là, il n'y avait pas ces taches noires. C'est vachement bien que vous ayez occupé cet espace qui n'avait pas suffisamment de poids par ça. J'aurais fait à peu près la même chose. Donc, il vibre dans ce que tu as fait. Et puis peut-être c'est assez proche de la danse, parce que une professeure de danse, de ballet, elle va essayer de faire le faux mouvement qu'a fait son élève. Elle dit, mais si je continue de faire comme ça, je vais me tordre la cheville. Alors, arrêtez de faire ça. Alors, voilà un autre. Moi, j'étais fasciné par Odilon Redon. Puis alors, il me dit, oui, c'est pas mal, mais ça, c'est pas de l'Odilon Redon. On ne voit pas la présence du pastel. Mais si, j'en ai mis là. Le pastel, il doit crocher la lumière. Il n'y a rien qui est croché là-dessus. Alors il dit, là c'est un peu de l'Odilon Redon. Mais là au milieu, c'est de l'aquarelle, c'est ce bleu-là. Le pastel, c'est des éclairs avec un minimum de pastel. Mais il faut qu'ils ressortent. Et moi, ça me fait avancer. Quand l'ophtalmologue, avec une psychologie profonde, m'a dit que je verrais bientôt plus rien, je me suis dit, je vais utiliser ce papier, c'est une espèce de papier buvard. Et puis je faisais ça. Et puis après, ça me plaît pas, alors après je faisais ça. Et puis je jouais avec ces taches. Et puis ça me satisfaisait. Et en fait, c'est pas de la peinture, c'est de la musique. Et puis après, c'est peut-être trop fort.
Alors je fais ça en plus doux. Puis après, non, c'était du barbouillage. Alors je tournais la page. Et puis là, mais non, il y a trop de couleurs, c'est sale. Et puis je recommence. Mais c'est presque comme quelqu'un qui joue du piano et puis qui recommence la gamme. Et puis ça me satisfaisait. Là, il y a une espèce de rage ou je ne sais pas quoi. Et puis ça me tranquillisait d'une manière incroyable. Et je comprenais de nouveau combien de faire peindre un malade peut être salvateur. Ça me faisait du bien et mon handicap visuel s'estompait. Puis ça, c'est pas mal aussi. Ah ouais, c'est magnifique. Mais il n'y a pas de mouvement. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est quand même quelque chose d'une autothérapie où je barbouille. Hors de toute école de peinture, de tradition, de tout ce que vous voulez. Parce que quand j'ai un pinceau, j'aime faire quelque chose avec. Non, parce que quand l'ophtalmologue plein de gel ardent me dit, écoutez, voilà, avec un œil, mais il vous reste 5 sur 100 de cet œil, d'accord. Mais ça va bien, ça va. Et puis je dis, écoute, mon vieux, raconte-toi tes histoires. Ciao Alex, volevo augurarti buon anno. On est à Grimentz, dans notre chalet de montagne. Ah oui, je comprends. Oui. Puis alors maintenant, le passeport sensoriel continue. Ah, c'est super, c'est super. Tu sais, le bien ne fait pas de bruit. Oh, c'est beau ça, le bien ne fait pas de bruit. Eh ben voilà. Mais il est contagieux. Contagieux dans le silence.